Ne sous-estimez pas l'imbécilité des banquiers. C'est pour ça que l'effondrement de l'économie russe a eu un peu de difficulté dans sa mise en œuvre. Ben oui. Mais c'est embêtant, les Russes, vous savez, c'est des joueurs d'échecs, c'est pas des joueurs de belote. Hein. De tous les pays qui y a en Europe aujourd'hui, celui qui paraît le plus mal parti, c'est le nôtre. Charles Gave, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle. C'est un vrai plaisir de se revoir. Parce oui, ça fait longtemps. Hein. Ah oui, on se parle en coulisses, mais on complote. Des informations confidentielles que je lui donne, mais vous n'avez pas le droit d'en parler. Hein. Exactement. Bon, ça sent quoi en ce moment là? C'est un peu compliqué. Eh ben, écoutez, je vais être un petit peu paradoxal. Je redeviens bêtement optimiste. Je m'explique, c'est que depuis à peu près 20 ans, on nous raconte mensonge sur mensonge et on nous amène dans des impasses après des impasses. Bon, vous avez eu l'épisode du Covid qui a quand même pas été très glorieux. Vous avez l'épisode du CO2 qui n'a pas encore vraiment éclaté, mais enfin, les gens commencent à avoir des doutes. Vous avez le taux d'intérêt à zéro, vous avez l'euro, vous avez toute une série de trucs comme ça qu'on nous a imposés et qui sont tous en train d'exploser en plein vol. Et depuis, pour ceux qui nous écoutent, vous et moi, depuis un certain temps, ça fait un petit moment qu'on dit que mettre les taux d'intérêt à zéro, c'est condamner dans nos pays tout ce qui est l'épargne longue. Hein. Et ça a duré près de 15 ans, cette affaire. Et ça a duré 12 ans, cette affaire-là, oui, c'est ça. Et donc, l'épargne longue, qu'est-ce que c'est? C'est tous les fonds de pension, c'est les compagnies d'assurance, c'est les banques. Et bien, à partir du moment où on mettait le taux d'intérêt à zéro, ces gens-là ne peuvent plus gagner leur vie, ils se mettent à acheter des saloperies, et puis quand les taux d'intérêt remontent, tout saute. C'est ce qu'on voit en ce moment. Je vous la fais courte, hein, mais enfin, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, tout saute, on a fait une vidéo en 2020, je crois, novembre 2020, qui expliquait Assurance Vie, là, qui a 500 000 vues à peu près, où on disait, de toute façon, avec les taux à zéro, c'est la fin des assurances vie, parce que même si les taux remontent, c'est cuit. Et en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les taux remontent, alors je sais pas, l'assurance vie, c'est peut-être 1,5, j'en sais rien, j'en ai pas. On va dire que c'est 1,5% qu'on la banque vous donne. Mais il est à combien le 3 mois américain là? Il est à 5. Donc en fait, moi, si j'ai une assurance vie, je dis le faites pas, hein, mais moi, si j'en avais une, à 1,5, je la vendrais en fait. Parce que le banquier, il m'a garanti mon capital. Il vous a garanti votre capital. Et puis j'achèterais du 3 mois à 5%, non? Bien sûr, si vous étiez libre, mais en même temps, à ce moment-là, vous perdez tous les avantages de laisser des obligations pourries à vos enfants ou à vos petits-enfants. Vous voyez, c'est dommage. C'est dommage. Donc vous perdez ça. Vous n'imaginez pas le nombre de Français dans l'histoire, d'ailleurs pas simplement que des Français, mais beaucoup de Français, qui ont été ruinés parce qu'ils ne peuvent pas résister à un mauvais avantage fiscal. Si l'État vous fait un cadeau, il faut pas le prendre. C'est quand même une règle qu'il faut jamais oublier. Parce que si c'était un bon investissement, il n'aurait pas besoin de vous faire un cadeau fiscal. C'est l'histoire de Blanche-Neige avec la pomme, tout ça. Oui, c'est vieux comme les rues. Ou comme l'histoire de ne croyez pas les Grecs quand ils vous font un cadeau. Vous savez, je crois que c'est dans Homère, quoi. Ouais. Je sais plus. Donc, si quelqu'un vous fait un cadeau comme ça, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il me fait un cadeau? Et du coup, l'idée, c'est ça, c'est que globalement, la SVB, elle a sauté au-delà de toute la technique. C'est-à-dire que les gars, ils avaient des comptes de dépôt à 0, ou à 1, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Et comme les taux remontent, moi, je prends mon argent et puis je le mets à 5. Voilà, et donc ça s'appelle... Autrefois, quand vous aviez... Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais un de mes amis qui m'avait téléphoné, j'étais à Londres, et il y avait un ami qui m'a téléphoné en me disant, il y a un bank run à Hong Kong. Alors, je lui dis, moi, comment tu sais ça? Il me dit, là, je suis à Hong Kong, et il y a des gens qui font la queue devant la banque, donc c'est sûrement un bank run. Puis en fait, il pleuvait très fort, ils s'étaient mis à l'abri, les mecs. Il n'y avait pas un bank run. Mais je veux dire, un bank run, ça se mettait avec des gens qui se précipitaient à la banque pour retirer leur argent physiquement, quoi. Puisqu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Vous allez sur votre petit ordinateur, vous allez sur le compte de la banque avec laquelle vous avez une liaison directe, et vous vendez ce que vous prenez des dépôts, et vous les mettez dans le fond de la maison qui est investi en bons du Trésor américain. Et c'est un bank run. C'est-à-dire que ça retire des dépôts de la banque pour les donner au gouvernement américain. Et donc, à ce moment-là, vous retrouvez la banque, elle est à poil parce qu'elle prête des dépôts, elle. Et si elle n'en a plus. Et pour bien comprendre le mécanisme, en fait, c'est que la banque qui a la SVB, par exemple, qui avait pris des obligations américaines à 1%, elle a garanti les dépôts à ses clients en disant vous pouvez le prendre quand vous voulez. Sauf que aujourd'hui, quand elle a vendu ses obligations, elle les a vendues avec 30% de moins parce que maintenant, il y en a des nouvelles qui payent mieux. Et on veut plus des anciennes. Mais du coup... Non, on rachète les anciennes à condition qu'elles soient le même prix que les nouvelles. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une baisse entre 25 et 30% dans le capital, mais qui ne peut sortir
que des fonds propres de la banque. Au moment où le client dit bah moi 1% ça me suffit plus, je veux 5, donc je veux sortir cet argent, la banque vend, elle prend une perte, et puis en fait c'est fini, donc l'argent sort pas. Ben à ce moment-là, une fois qu'il y a suffisamment... Donc les pauvres SVB, ils ont essayé de faire une augmentation de capital de $2 milliards. Les gens ont dit vous rigolez quoi, et donc la banque a fermé quoi. Alors par contre, il y a quelque chose d'important, et c'est vraiment, peut-être que c'est pas important, personne n'en parle, donc c'est peut-être pas important. La SVB, quand j'achète des taux à 1%, il y a un truc qui s'appelle des swaps de taux, qui permettent de garantir son taux. Comment ça se fait que la SVB, qui était exposée de façon phénoménale, parce qu'ils ont eu beaucoup de liquidités qui est arrivée à cause du Covid, de la tech, etc., peu importe, comment ça se fait qu'ils ne soient pas couverts, alors que la majorité des banques, elles se couvrent des taux de change? Parce que quand on a 1%, on sait bien que ça peut que monter. Enfin, genre... Vous allez... Oh. Ah ouais, mais raisonnablement. N'oubliez pas que 18 mois avant, la Banque centrale américaine garantissait à tout le monde qu'en aucun cas elle ne montrait ses taux rapidement. Oui, moi j'habite en Suisse et en 2015, la BNS elle avait garanti que le franc suisse il vaudrait toujours une parité avec l'euro, et puis du jour au lendemain c'était non, puis ça a fait chpouk. Oui, non, mais ce que je dis toujours, c'est si vous croyez à un banquier central, vous avez un problème. C'est-à-dire que le banquier central, il est payé pour mentir. Le diplomate, il est payé pour ne rien dire, mais le banquier central, il est payé pour vous raconter des calembrodènes. Donc... Ça, les banques le savent, c'est pas des pigeons de 3 semaines, on parle pas de ma voisine... mais vous savez qui était le responsable, le responsable du risque à la SVB? Ouais, c'est un mec de chez Lehman, mais ça était parti. Non, c'était pas ça. Il était parti, il avait été remplacé par une dame dont l'autre métier, qui l'intéressait beaucoup, c'était de vérifier que la SVB était compatible LVBTQA, je sais pas quoi. Et donc c'était elle qui était responsable du risque. Elle avait pas fait un audit depuis 1 an. Donc ne sous-estimez pas l'imbécilité des banquiers. Celui-là, ces banquiers SVB, ça faisait 20 ans qu'il faisait un bull market avec des taux d'intérêt à zéro et de la technologie. Ils n'imaginaient pas qu'ils pouvaient. Ils pensaient que si jamais ils avaient un problème, tout le monde se précipiterait pour souscrire à l'augmentation de capital. Donc quelque part, c'est un peu une faute professionnelle. Il s'est pas couvert, alors que voilà. Mais attendez, il s'est pas couvert. Mais alors dans la législation américaine, quand vous prenez une perte sur une obligation, bon, elle passe de 100 à 90. Vous pouvez, pour que ça n'ait pas un impact sur vos résultats, vous pouvez déclarer que vous les garderez jusqu'à maturité. Et à ce moment-là, vous ne prenez pas la perte. Donc, ces corneaux, comme ils étaient cotés, ils ont refusé de prendre la perte, au fur et à mesure qu'elle se produisait, et ils l'ont mis tout dans le tiroir. Je le garde jusqu'à la majorité. Et vous n'avez pas le droit de faire des swaps sur les tiroirs où il y a une maturité comme ça. C'est interdit ? C'est interdit. C'est pas vrai. Mais non, puisque vous le gardez, donc à quoi ça sert de le faire ? Oui, mais le jour où les clients demandent de l'argent, ils vont bien être... Ah ben ça, c'est autre chose. Vous avez qu'à avoir des réserves ailleurs. Donc, une fois que vous l'avez mis dans le tiroir, vous pouvez plus prendre des trucs de swap. Donc, c'est pas une fraude, en fait. Le gars, le gars, il a essayé de montrer des quarterly earnings qui étaient bien. Et donc, il a caché ça dans un tiroir, mais sans se rendre compte que ce tiroir pouvait le condamner à mort. Il était trop gros. Il était surtout trop con. Non, mais le tiroir était trop gros. Oui, ça a commencé à sortir. Mais ce dont il faut se souvenir, c'est ce que je dis sans arrêt aux gens. C'est que dans les marchés financiers, quand vous voyez un cafard dans votre cuisine, en général, il n'y en a jamais un seul. Les cafards, si vous voulez, ça arrive il y en a toujours plusieurs. Et quand je commence à voir arriver des cafards dans les marchés financiers, je me dis, il y a un nid de cafards quelque part, quoi. Donc on a commencé à voir sortir un certain nombre de trucs avec SVB et avec Crédit Suisse. Mais à mon avis, il y en a d'autres. Et en fait, ce qu'on est en train de se dire... Mais ça monte de plus en plus optimiste, parce que ça veut dire que tous les types qui ont vécu de ces mensonges qui ont traîné depuis 20 ans, ils sont foutus. Oui, mais est-ce que la SVB, c'était des mecs un peu perchés et c'était les plus mauvais de la classe, en gros, et forcément, c'est les mauvais qui sautent en premier, hein, c'est comme les maillots de bain et la mer qui se retire, on voit ceux qui se baignaient tout nus. Oui. Ou est-ce que c'est général, c'est-à-dire que tout le monde, c'est la fête à la cafette et tout le monde est dans cet état-là parce qu'ils y croyaient tellement pas. Mais c'est pas tellement la question. La vraie question, c'est la suivante, c'est de se dire, bon, vous avez aux États-Unis des milliers de banques, il y en a beaucoup, et qui sont beaucoup locales. Et alors, vous êtes là, vous avez votre banque, votre truc à la deuxième banque de l'Alabama ou je sais pas quoi. Et vous vous dites, bon, est-ce que je les connais bien, je joue au golf avec eux, mais est-ce qu'il a fait une bêtise ou pas? C'est quand même c'est pas le couteau le plus affûté de la classe en général, hein, c'est et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez donner l'ordre de vous mettre en bon du trésor.
Bon, ce qui veut déjà pas ranger la banque de l'Alabama. Ou bien alors, vous allez dire, je vais ouvrir un compte vite fait chez JP Morgan, et je vais transférer mon fric de la banque de l'Alabama à JP Morgan. JP Morgan est beaucoup trop gros pour faire faillite. Mais beaucoup, la taille de JP Morgan, c'est même pas compréhensible par l'intelligence humaine. Donc ça veut dire que toutes ces machins où on fausse les marchés, en fin de parcours, ça favorise toujours les gros par rapport aux petits. C'est-à-dire, ça favorise l'oligopole, ça favorise ce que j'appelle le capitalisme de connivence, ça favorise... la seule façon pour les gros de se protéger contre les petits, c'est de déclencher une panique comme ça, parce qu'à ce moment-là, tout le monde sort des petits à tout allure pour aller vers les gros. Et on le voit dans les marchés aujourd'hui, par exemple. Les marchés se pètent la gueule, qu'est-ce que les gens achètent? Les valeurs de technologie. Parce qu'elles sont tellement grosses, elles ont tellement de cash, qu'on se dit, ça vaudra toujours quelque chose, ce truc. Donc... il faut, comme dans les romans d'Agatha Christie, il faut toujours chercher à qui me profite, quoi. Mais on sait très bien, c'est à JP Morgan, c'est à Goldman Sachs, c'est à tous ces gens-là que ça profite. Et c'est pas du tout aux petits banquiers d'Alabama. Or, moi, ma thèse, c'est qu'il faudrait casser toutes les banques dans le monde et pour qu'elles redeviennent locales. Le rôle d'une banque, c'est d'intermédier l'épargne locale avec l'activité locale. Mais si vous faites disparaître tout ça, l'épargne locale va au centre. Et là, c'est des banques cantonales qu'il faut, quoi. Il faut des banques cantonales. Des banques cantonales. Et qui, en quelque sorte, sont gérées par les gens du canton, qui connaissent les gars qui prêtent, qui savent que celui-là, il a peut-être pas un bon bilan, mais il est honnête, alors que l'autre là-bas, il a un bilan qui apparaît impeccable, mais il est pas bien net. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas une blague, parce que ça me parle beaucoup, c'est du vécu. Quand je suis parti en Suisse, là, et que j'ai ouvert mes boîtes dans la crypto, je suis allé à la banque cantonale de mon canton, et en fait, j'ai été reçu par le chef de la compliance de la banque. On a passé 3 quarts d'heure très sympathique, où je lui ai expliqué tout ce que je faisais, bancaire et non bancaire, c'est-à-dire qu'il voulait tout savoir. Et il a compris? Ouais, parce que c'est un canton, c'est un canton bien. Et à la fin, il m'a dit, OK, on prend votre carte d'identité, il a ouvert le compte. Et en fait, je lui ai expliqué tout ce qui n'allait ne pas passer par lui. Et tout ce qui allait passer par lui, les flux. Mais vraiment, un exposé je lui ai pitché tout mon truc. Mais voilà, et ça, tandis que vous auriez été à la Société Générale, je sais pas où, dans la campagne française, le type, il vous aurait viré à coup de pied à coup de pompe dans le derrière au bout de 5 minutes en disant, mais on fait pas ça, quoi. Tout à fait. Chez Post Finance, par exemple, j'ai appelé mon conseiller financier, donc c'est une grande boîte, Post Finance, voilà. Et il m'a dit, monsieur, si vous touchez à la crypto, on vous vire. Ah oui, il m'a dit, au téléphone, il m'a dit, oulala, si vous touchez à la crypto, maintenant, on vous vire. J'ai dit, non, c'est pour un ami. Et puis je suis allé. Il me ressemble beaucoup, mais. Puis je suis allé dans la banque cantonale, voilà, où là, ça s'est bien passé, quoi. Donc, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui, devant la nouveauté, c'est la vieille histoire que je raconte toujours de Kodak, qui avait inventé la photo numérique. Et qui s'est dit, oh là là, ça va foutre en l'air toutes les impressions de photos, je gagne tout mon pognon, ça vous souvenez, on donnait ça à développer, et puis ça faisait des photos, c'est là où ils gagnaient tout leur fric, Kodak. Et donc, ils l'ont caché, et puis finalement, les Japonais l'ont trouvé aussi, et puis Kodak est en faillite aujourd'hui. C'est la vieille histoire. Et alors revenons-en aux banques, parce qu'en fait il faut distinguer les banques. Une banque normale dans son activité, elle décède toujours d'une crise de liquidité, parce que le métier de la banque, c'est d'intermédier le temps. Donc forcément la liquidité, c'est un peu son job. C'est un peu son job, c'est exactement ça. Et donc, puis quand on arrive au niveau systémique... C'est ce qui est arrivé à SVB. Ils avaient un problème de liquidité. Ils avaient tous leurs actifs dans quelque chose qui était illiquide. Et puis les gens sortaient du fric, et puis à un moment, ils n'ont plus de fric à mettre en face de ces sorties, quoi. Donc ils se sont retrouvés en crise de liquidité. C'est comme ça que ça arrive. C'est ce qui est arrivé à Lehman. La plupart des banques meurent de ça. Et puis après, on appelle la FDIC, ils viennent, ils clôturent le bazar, et voilà. Ils clôturent le bazar, ils garantissent les dépôts, et voilà. Mais le problème, c'est que quand tout ça devient systémique, ça marche plus, parce qu'on peut pas faire couler trop de banques en même temps. Non. Et là, par contre, il faut faire la distinction entre les crises de liquidité et de solvabilité. Alors, solvabilité, c'est tout à fait autre chose. Il y a eu quelques grandes crises bancaires dans l'histoire. L'une de celles qui est restée les plus célèbres, c'était les banques italiennes qui avaient inventé le métier, donc qui dominaient tout ça en Europe. Et elles sont arrivées à la conclusion que prêter de l'argent à l'État espagnol, c'était pas dangereux, parce qu'ils avaient toutes ces mines d'or, ça arrivait sans arrêt, donc il n'y avait aucun problème. Donc elles ont toutes prêté de l'argent à l'État, et donc leurs actifs
étaient en grande partie non plus en or, en dépôt, comme ça aurait dû être, mais en prêt qu'elles avaient fait à l'État italien. Et puis elles avaient des dépôts de l'autre côté, de tous les gens en Italie ou en Europe. Et en espagnol. Des prêts en Espagne. Des prêts et les dépôts en Italie. En Italie ou partout en Europe. Et puis ce qui se passe, c'est que Philippe II décide qu'il en a marre de payer de l'argent. Le roi d'Espagne, ça devait être ça devait être vers 1530, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et fait défaut sur sa dette. Et à ce moment-là, c'est plus le fait que vous avez des actifs illiquides qui, au bout de 10 ans, ils redeviendront liquides. Là, c'est que vous avez plus d'actifs du tout. Et ça s'appelle... Vous avez bouffé la grenouille. Vous avez bouffé la grenouille. Et donc, là, vous pouvez rien sauver. Par exemple, la faillite de Lehman Brothers, une fois qu'on a nettoyé tous les comptes, etc., les gens à qui Lehman Brothers devait de l'argent n'ont pas tellement perdu, ou très peu, parce que la plupart des actifs étaient liquides, mais une fois qu'on a tout bien nettoyé, il n'y a pas eu tellement de pertes. Mais là, il n'y a rien à sauver. Et remplaçons le roi d'Espagne par la France, je sais pas, par exemple, et tous les actifs des banques aujourd'hui en garantie des dépôts qu'elles ont, ce sont des obligations de l'État français ou italien. Et donc, si un jour on arrive à une situation où l'État français ne veut pas payer, on est dans une crise de solvabilité. On n'est plus dans une crise de liquidité, puisque ça veut dire que les obligations ne vont pas à grand-chose. Et à ce stade, quelles sont les différences qu'il faut faire entre les États-Unis, l'Europe, la France et la Chine en termes de crise de solvabilité? Alors, ça risque. Alors, aux États-Unis, je crois que la plus grosse banque, bien sûr JP Morgan, elle doit faire à peu près 30% du PIB. C'est beaucoup, mais enfin, bon. Il faudrait 7 000 milliards, ça? Oui, c'est plus chaud, peut-être un peu plus. Oui, ça doit être aux alentours de 7 000 milliards, c'est ça. Bon, c'est bien. Mais je crois que la BNP a un bilan qui est 2 ou 3 fois le PIB français. 5 000, je crois, la BNP, non? Oui, 5 000. 5 000, mais en plus, il faut rajouter la GGN, il faut rajouter le Crédit Agricole. Donc, si nos banques, à cause de ce truc nos banques prises en groupe sont beaucoup, beaucoup plus grosses, ce secteur bancaire, que le secteur bancaire aux États-Unis. Donc, une crise de solvabilité qui se passerait sur une partie du secteur bancaire, ça aurait un impact immense aux États-Unis, mais ça les condamne pas à mort. Alors que si nous, il y a un de nos monstres qui a une vraie crise de solvabilité, ils sont même trop gros pour que l'État français puisse les sauver, quoi. Oui, mais alors justement, si les taux d'intérêt montent pour battre l'inflation... Ben là, en Europe, on arrive à un moment intéressant. C'est que j'ai reçu ici un de mes amis pour regarder ça sur l'Institut des Libertés, Marcus Kerber, qui est le gars qui a posé toutes les requêtes pour le constitutionnel à la cour de Karlsruhe, vous savez, etc. Parce que, par exemple, les traités européens précisaient, et la Constitution allemande interdit, qu'en aucun cas, il puisse y avoir une dette qui soit garantie par l'ensemble des pays européens, émise par l'ensemble. Bon, ils l'ont fait quand même pendant le Covid, etc. Mais Marcus me disait que si ils ont pendant 2 ou 3 ans de suite 7 à 8% d'inflation, les Allemands, ils vont péter un câble. Hein. Parce qu'ils voient leur retraite disparaître. Ils voient leur retraite disparaître parce que les obligations se pètent la gueule et tout. Et comme me dit mon fils toujours en rigolant, tant que les Français ou les Italiens sont dans les rues en train de gueuler, tout le monde s'en fout. Mais le jour où c'est les Allemands ou les Uriquois qui sont dans les rues, là, il faut commencer à faire gaffe, quoi. Donc, il n'est pas impossible. Donc, si la Bundesbank décide que maintenant, ça suffit les conneries, ce qui compte, c'est l'inflation, et qu'ils vont monter les taux jusqu'à ce que l'inflation soit morte, ça veut dire que la France et l'Italie sont condamnées parce que à 7% de taux d'intérêt, le niveau de l'inflation aujourd'hui, ce serait pas terrible, hein. À 7% de taux d'intérêt, la quasi-totalité des recettes fiscales françaises irait au service de la dette. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus un rond pour l'armée, plus un rond pour la police, plus un rond pour la justice, etc. Donc ça nous amène dans une situation de cessation de paiement, quoi. Ou alors on baisse les taux. Ou alors on baisse les taux, mais on peut pas baisser les taux sur la France si l'Allemagne continue à monter les siens. Sauf à sortir de l'euro. Et c'est là où on parlait justement de l'Italie avant l'interview, où il faut distinguer. En fait, ce qui est compliqué, c'est que les États-Unis, ils ont un pouvoir homogène, donc on peut traiter les choses un peu de façon globale. En Chine également. Mais en Europe, c'est très compliqué parce que ça tire à gauche, ça tire à U et à Dia, quoi. C'est-à-dire que c'est tout simple. En Europe, il y a toute une série toute partie de l'Europe qui ne peut pas avoir des taux d'intérêt supérieurs à 2,5 ou 3%.
Et par exemple, si on prend le cas de l'Italie, de l'Allemagne et de la France, c'est 3 pays qui ont des intérêts fondamentalement divergents. Complètement. Et là, en Italie, on se disait que la dette pouvait être nationalisée. C'était nationalisé, c'est-à-dire elle pouvait revenir détenue par les Italiens en majorité. À ce moment-là, c'est pas difficile, vous pouvez organiser assez facilement un transfert de richesse des rentiers italiens qui ont eu une très bonne vie depuis 20 ans vers ceux qui bossent en Italie. C'est un peu ce qui s'est passé au Japon, où comme toute la dette était tenue par les Japonais, on a mis les taux d'intérêt à 0. Bon, donc les rentiers touchaient plus rien. Et puis on remplaçait la dette au fur et à mesure par des billets. Donc vous achetez un billet, hein, c'est une obligation 0 coupon à 0, qui vous donne 0. Et à maturité indéfinie. Et à indéfinie, c'est au poil. Moi j'ai toujours dit, vous devriez, pour régler le problème budgétaire, vous devriez mettre des dettes à 0% qui ne seront pas remboursables, quoi. Je suis sûr qu'il y a des couillons qui l'achèteraient, mais enfin. mais c'est les billets, hein. Ça s'appelle les billets. Ça s'appelle les billets. Donc c'est ce qu'ont fait les Japonais. Ils ont remplacé leur dette par les billets. Leur dette est détenue maintenant massivement par la Banque centrale. Donc un jour, la Banque centrale, une fois qu'ils ont racheté 100% de la dette, ou 80 ou 70, ils diront, vous savez quoi, on va fusionner le Trésor et la Banque centrale. Ce qui existait avant le 19e, hein, il y avait le Trésor, puis il n'y avait pas de Banque centrale, c'était la même. Vous fusionnez le Trésor et la Banque centrale, et il y a à ce moment-là, il y a un miracle comptable qui se passe, c'est que la Banque centrale prend une énorme perte, que le Trésor fait une énorme gain, et que les deux sont exactement du même montant. C'est quand même miraculeux, ce truc. Et puis il n'y a plus de dette. Et le Japon ressort à 15% de dette, je crois, ou je sais pas quoi, sur PIB. Parce qu'il y a un tout petit bout d'épargne. De trucs, voilà. Mais nous, on peut pas faire ça en France, puisque 50% de notre dette est détenue par des étrangers. Je crois que c'est près de 60 maintenant. 60, on avait fait la courbe là, en août. Je crois que c'est près de 60%, et depuis 2008, ça augmente. Mais oui, parce qu'on a des types intelligents qui se donnent un mal de chien pour vendre notre dette aux étrangers. Vous savez, ça s'appelle les inspecteurs des finances. Ils sont connus. Dès qu'ils prennent le contrôle de quelque chose, ça fait faillite dans les 3 ans. Mais il y a de moins en moins d'étrangers dans la dette française. Les étrangers se cassent. Maintenant, surtout, on a du mal à les placer parce qu'ils sont pas idiots. Puis alors, on a vu aussi au moment de la Russie, si vous voulez, que donc vous mettez vous mettez de l'argent en obligation allemande, ou française, et puis quand les choses deviennent un peu dures pour vous, tac, on vous les pique. Alors, ils se disent... Et vous savez, je crois que la Russie avait quelque chose comme 300 milliards de réserves de change. Vous savez combien on en a retrouvé ? Non. 35. À quelle époque ? Ah ben maintenant. Ça fait 2 ans que puisqu'on avait tout piqué, les gens espéraient piquer 300 milliards. Ah oui. Et les Russes qui sont pas nés de la DNR pluie, on avait planqué partout, ce qui fait qu'on en a retrouvé 35. Ouais. C'est-à-dire qu'une partie importante des réserves de change russes doivent être détenues, je sais pas, par la Turquie ou par la Chine, quelques vieux amis qui traînent dans le coin. Ouais. Donc c'est quand même. C'est pour ça que l'effondrement de l'économie russe a eu un peu de difficulté dans sa mise en œuvre. Ben oui. Mais c'est embêtant, les Russes, vous savez, c'est des joueurs d'échecs, c'est pas des joueurs de belote. Hein. Nous, on joue à la belote et eux, ils jouent à l'échec. Alors finalement, souvent, ils ont 2 ou 3 coups d'avance sur nous, quoi. Et du coup, ça veut dire que l'Italie, globalement, elle aurait intérêt à se japoniser. L'Italie, elle a un excédent des comptes courants, elle a un excédent des comptes primaires, c'est-à-dire que, hors service des intérêts, elle n'a pas de dette. Mais si vous faites le service des intérêts à votre propre population, c'est pas grave. Mais si vous faites le service des intérêts et que vous envoyez plein de pouvoir d'achat au Qatar, ils vont pas tout redépenser en France. Hein. Et ça, c'est la situation française. Et ça, c'est la situation française. Parce qu'on a 45% de la dette qui est détenue aux étrangers, ou 45%. Et c'est là où est le vrai problème. Mais à mon avis, c'est un mensonge. C'est sans doute beaucoup plus. Ah bon ? Oui. Et donc, ça veut dire que chaque fois qu'on paye un coupon, on transfère du pouvoir d'achat à l'étranger, et que soit la dette augmente, soit il faut que notre niveau de vie baisse pour qu'on puisse servir ses intérêts. Alors c'est pour ça que toutes ces discussions sur les retraites en France me fascinent, parce que je me dis, les gars, ça fait 30 ans, 20 ans, 25 ans, que nous vivons au-dessus de nos moyens en empruntant de l'argent à des pays pauvres en Asie, par exemple. Et donc, ils transfèrent de l'épargne chez nous sans arrêt. Pourquoi ils transfèrent de l'épargne sans arrêt ? Pour 2 raisons. D'abord parce que l'euro, c'était aussi bien que le dollar. Allez. Et la deuxième raison, c'est que nous avions une sécurité juridique très forte. S'ils se mettent à pouvoir payer leur pétrole en autre chose que du dollar, et si on n'a plus aucune sécurité juridique, ils vont plus mettre un rond chez nous. Et donc, comme on a un déficit de la balance commerciale qui est de 170 milliards, je ne sais plus combien,
eh ben, il va falloir que ce déficit disparaisse, puisqu'il n'y a plus personne pour le financer. Ça veut dire une baisse du niveau de vie considérable en France. Donc il va falloir qu'on travaille beaucoup plus longtemps, et qu'on soit payé beaucoup moins. Et d'ailleurs, le Japon, il n'y a pas moyen de faire autrement. Le Japon, c'est intéressant parce que le niveau de vie moyen au Japon, il est loin d'être dégueulasse. Non, il est trop bien. Mais par contre, les retraités, c'est chaud. Parce que 20 ans de déflation, ils ont du mal. Ça n'a pas rendu service aux retraités. Sauf s'ils ont acheté des actions à ce moment-là. Les actions, elles vous donnent du 2, 3, 4%, vous vivez convenablement. Oui, mais la classe moyenne retraitée au Japon, elle a souffert pendant 20 ans. Oui, c'est évident qu'elle a souffert. Mais heureusement, ils sont tous très vieux, donc ils peuvent pas gueuler, parce qu'ils peuvent pas marcher dans la rue, vous savez, ils sont fatigués. Donc... Mais du coup, ça veut dire qu'en France, globalement, une nationalisation de la dette, une japonisation, c'est pas possible. C'est toujours possible, mais dans très grande souffrance. Attendez, bougez pas, comment on va la racheter? En Italie, c'est souhaitable parce qu'ils ont leur dette à eux, et en plus, ils ont même un excédent primaire. Oui, et un excédent des comptes courants, donc ils peuvent prendre une partie de cet excédent pour racheter leur propre dette aux étrangers, donc c'est très bien ça. Mais nous, on n'a ni l'un ni l'autre. Mais si jamais l'Italie nationalise sa dette, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Si l'Italie dit, écoutez, moi, maintenant, je reprends ma liberté monétaire, c'est-à-dire que je fais ce que fait le Japon, je rachète ma dette et je donne des billets de banque en échange. Que vont faire les gens avec les billets de banque? Ils vont se précipiter, étant italiens, ils vont aller ouvrir des comptes à Francfort. Ce qui fait que la masse monétaire va continuer à monter en Allemagne, l'inflation va continuer à monter en Allemagne. Parce que le banquier, justement, une fois qu'il reçoit les dépôts des Italiens, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que le lien entre, justement, les dépôts bancaires et l'inflation. Il ira prêter de l'argent à une société d'automobile qui va faire faillite, quoi. Et c'est là où, donc on voit que ce qui est en train de se passer sur le système bancaire européen n'est pas tenable. Et que ça va être très compliqué entre les États-Unis, l'Europe, et de quel bout de l'Europe on parle? Et à l'intérieur de l'Europe, ça va être extraordinairement compliqué, parce que si les Allemands maintenant se sont mis dans la tête que le problème c'était l'inflation, ils vont exiger que les taux d'intérêt soient élevés, et longtemps. Mais la France peut pas supporter des taux d'intérêt. Donc, en fait, si on est endetté à 120%, et qu'il y a 5% de taux d'intérêt, on va faire ça. Oui. Ça fait un service de la dette de 6%. Du PIB, et bougez pas, et on croît de 1 ou 2% par an. Donc ça veut dire que non seulement il va falloir qu'on donne toute la croissance aux étrangers ou aux rentiers, hein, dont la moitié sont chez nous, mais et puis en plus, il va falloir aussi que notre niveau de vie baisse à due concurrence. Mais ça veut dire que ça s'appelle une trappe à dette quand même, ça. Exactement. Mais ce qu'il y a d'horrible, c'est que aujourd'hui, pour revenir aux retraites, les retraites, ça représente 14% du PIB aujourd'hui, les transferts. Ouais. Mais si vous transférez 14% du PIB de l'an dernier aux retraites, mais si le PIB baisse de 5% par an, ça veut dire que les mecs qui sont retraités vont avoir une espèce de garantie du pouvoir d'achat, mais que les autres, ils vont avoir une baisse qui vont être d'autant plus forte. C'est-à-dire que les types qui bossent, ils vont avoir leur niveau de vie qui bosse sans arrêt, et les retraités, ils vont pouvoir se la couler douce. Sociologiquement, politiquement, c'est pas possible. On a vu au Japon que c'est les retraités qui ont trinqué. Ceux qui avaient une épargne, ils s'en sortouillent, ils s'en sortent un peu. Et puis ceux qui n'en ont pas, ils finissent dans ils dorment dans des cartons. Ils dorment dans des cartons. Au Japon, c'est très intéressant. Il y a des retraités au Japon qui commettent des délits mineurs, genre aller insulter le flic du coin ou jeter des cailloux sur une vitrine pour être mis en prison, parce qu'en prison, ils ont à bouffer. Voilà. C'est ça. C'est la même chose que quand l'Union soviétique s'est effondrée. Vous aviez le général du KGB qui était à la retraite ou je sais pas quoi. Au bout de 5 ans, avec sa retraite mensuelle, il pouvait s'acheter une baguette de pain, quoi. Et c'est pour ça que ce qu'on a toujours dit chez vous et puis chez moi sur Grand Angle Éco, c'est que le problème, en fait, c'est pas l'âge de la retraite, puisqu'en plus c'est un sujet sur lequel, à titre personnel, vous n'avez pas d'impact. Par contre, c'est votre épargne. Comment je me constitue une épargne honnêtement, quand on s'est rencontrés, je devais être 6 ou 7 ans déjà, le but c'était d'aider les Français à gérer leur épargne pour éviter cette horreur. Parce que ce qu'on essaye de faire à l'Institut des Libertés, c'est littéralement d'apprendre aux gens à gérer leur épargne pour quand ce truc
qui ne peut pas ne pas arriver arrivera, et qu'ils en prennent pas trop plein la gueule, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a rédigé un guide justement où on explique aux gens comment se débancariser, parce que forcément le contrôle d'échange arrive. Oui, forcément. Et ça fait des années, enfin tout le monde sait ce que je raconte et tout le monde sait ce que vous racontez. Enfin, il y a pas beaucoup de secrets. Et mes parents en premier lieu. Et à un moment, je les ai convaincus d'acheter un peu de Bitcoin et du coup ils ont voulu faire un virement sur mon pèlerin pour acheter un peu de Bitcoin. Donc en Suisse avec un intermédiaire financier qui permet de faire. Et tout ça pour dire que la dame de la banque, ils l'ont eu au téléphone pour fournir des papiers, des machins, que ça n'en finissait plus. Et puis mon père lui a dit, mais c'est quand même notre pognon à la fin, c'est quoi ce truc? Et la dame lui a répondu au téléphone, donc c'était pas moi, c'était pas ma vilaine mauvaise foi habituelle ou mon esprit tordu. Sa banquière lui a répondu, mais monsieur, c'est pas votre argent, c'est l'argent de la banque, vous l'avez déposé à la banque. Oui, ce sera le vôtre quand on aura décidé qu'on vous le rendra. Ça l'a tué sur place. Il m'a dit, maintenant, tout ce qui rentre, tu te débrouilles, tu sors. Mais il faut bien que les gens se rendent compte d'un truc, c'est que quand une banque fait faillite, les dépôts, c'est considéré légalement comme vous avez prêté de l'argent à la banque. Donc, en effet, légalement, l'argent que vous avez prêté à la banque, la disposition de cet argent, est à la banque. C'est simplement quand vous le retirez qu'il redevient le vôtre. Mais si vous pouvez pas le retirer ou si vous n'autorisez pas à le retirer, ça vous fait une belle jambe. Hein. C'est pas... Donc, ne vous imaginez pas que l'argent que vous avez à la banque est à vous. Il est à eux. Et là, ce qu'on veut dire, c'est qu'aux États-Unis, autant ça va être le beans pendant un moment, absolument, et ça va être grave, autant en Europe, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas du tout dans quel sens ça va partir. Là, on a présenté et surtout, ça va partir allemand, le point de vue italien, le point de vue français. Qui va gagner là-dedans? Comment ça va se passer? On ne sait pas, mais on sait en tout cas qu'ils vont, chacun des trois va tirer dans un sens différent. Et que c'est pas vraiment la bonne idée, quoi. Vous voyez, là, pour l'instant, l'Allemagne a perdu son industrie. Nous, on a perdu les prix de l'électricité. Et les Italiens, c'est les Italiens, quoi. Les Italiens, c'est toujours compliqué, mais enfin, ils sont toute la plaine du Nord. Ils sont redevenus encore courant excédentaire. Donc, quelque part, ils sont compétitifs. Et voilà. Puis, et puis, la beauté, si vous voulez, des Italiens, c'est que l'État italien est pauvre, mais les Italiens sont très riches. Chacun individuellement. Du Nord. Oui. Du Nord, oui. Par contre, les Allemands sont pas si riches que ça, en particulier ils ont assez peu d'actifs, mais ils ont un revenu mensuel très fort. Donc les Italiens, en quelque sorte, avec leur expérience, ils favorisent leur bilan, et les Allemands favorisent leur compte d'exploitation. Et nous, quelque part, on n'a ni l'un ni l'autre, quoi. Et ça nous emmène... En fait, l'idée, c'est que dans une équipe, quand tout le monde tire dans un sens différent, c'est pas un des membres qui gagne, en général, c'est tout le monde qui perd. Et surtout, à ce moment-là, c'est toute c'est l'histoire de la chaîne, vous savez. Une chaîne n'a la solidité que de son maillon le plus faible. Et je crois qu'aujourd'hui, le maillon le plus faible, c'est sans doute la France. Donc c'est pour ça, là, souvent, il y a quelque chose qui revient, c'est de dire... parce que les obligations chinoises avaient un peu baissé, là, il y a pas longtemps, pendant un petit moment, puis on dit, oh, regarde, ça fait des années avec Charles, là, que tu nous vends des obligations chinoises. Eh ben, elles sont à 100, si elles ont acheté il y a 3 ans, elles sont à 130 en euros, alors que les obligations françaises sont en 75. Donc je me dis que j'ai pas honte. Voilà. Sur les obligations chinoises, j'ai pas honte. Et après, il y a une deuxième question, une fois qu'on s'est occupé de ces gars-là, c'est de dire, bah oui, d'ailleurs, on voit, moi j'ai commencé à en parler dans la première lettre en octobre 2018, c'est la première lettre qu'on a sortie ensemble, ça. Et depuis octobre 2018 à maintenant, les obligations chinoises ont pris 40 ou 50%. C'est ça, oui. Et les françaises, elles ont perdu 10 ou 20, parce que ça, l'année dernière, ça a une grosse gamelle. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on dit, ah bah oui, ouais, ok, c'est peut-être une dictature, mais enfin bon, quand même, ça a l'air de pas marcher si mal que ça. Parce que vous croyez que la France n'est pas une dictature ? Je ne répondrai pas. Moi, je m'intéresse à l'économie, moi, je m'en fous. Et la question qui vient derrière, c'est de dire, ah ouais, bon, ok, je vois bien l'Asie, tout ça, mais le problème, c'est que avec la Russie, on a vu comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui empêche l'État français, si j'achète des obligations chinoises, de me les chenouffer, de me les geler, de me les torturer dans la cave jusqu'à ce que... Voilà. On vous fait chauffer les pieds jusqu'à ce que vous disiez où vous avez caché votre trésor. Oui, c'est ce qui s'est passé autrefois avec les grandes compagnies et tout. La réponse n'est pas grand-chose, mais c'est pour ça que ça sera beaucoup plus facile si c'est dans dépôt dans une banque française en France sous votre nom
que si c'est des dépôts sous votre nom dans une banque, je sais pas, du canton de Berne, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, il faut savoir que vous avez le droit d'avoir un compte en Suisse dans la mesure où il est légal. Et donc, à mon avis, vous devriez, à partir de maintenant, quand même songer à domicilier toutes vos opérations financières dans un pays où il existe encore un certain... Alors, je vous dirais bien d'aller à Singapour, mais c'est pas la porte à côté. Non, mais pour la Suisse, alors c'est faisable. Je l'ai fait quand j'étais en France, et on explique d'ailleurs comment le faire là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des subtilités. Par exemple, si vous appelez un banquier suisse en étant en France, bah il va être il va éluder les questions. Parce qu'il y a des réglementations cross-border qui interdisent aux banquiers suisses de parler à des Français, parce que les Suisses n'ont pas le droit de faire démarchage commercial en France. Par contre, il y a des moyens, il y a des solutions. Vous prenez votre voiture, vous allez voir le Suisse. Déjà. Et puis même par internet, de où que vous soyez, il y a des moyens. Mais voilà, c'est pour ça qu'on en a rédigé un guide, parce que moi j'ai buté sur tous ces problèmes en disant mais pourquoi il me répond pas. Il me disait oui mais j'ai plein de clients, je peux vous envoyer tout ça. Il me dit oui. Alors on fait oui, puis je recevais jamais rien. Puis il se fout de ma gueule. Non, il se foutait pas de votre gueule, il respectait les... Il est juste comme ça. Par contre, une fois que vous avez ouvert votre compte là-bas, bah effectivement vous avez mis un peu plus de distance entre vous et vous avez une certaine protection juridique, parce que je crois que le secret bancaire existe toujours pour les Suisses. Oui, alors ça c'est formidable. Mon conseiller bancaire me l'a expliqué quand je suis allé voir. Il m'a dit si jamais je vais au bar du coin, et parce qu'on a un bar au Bart où il y a les banquiers, les entrepreneurs qui se réunissent tous les jeudis soirs et tout. Et il dit si je dis Richard Détente est client et un de mes clients, il peut aller en tôle le gars si ça porte à préjudice. C'est-à-dire que même l'État suisse n'a pas accès aux comptes de ses citoyens. Le secret bancaire a été renié pour les étrangers, mais pas pour les Suisses. Si vous enlevez le secret bancaire, ils sont dans la rue. Et puis ils sont dans la rue, mais les Suisses ont une bonne idée de ce que c'est qu'une démocratie, puisqu'ils votent tout le temps. Tandis que moi, j'arrive à 80 balais, j'ai dû voter pour le président de la République 6 ou 7 fois dans ma vie. Donc une fois tous les 5 ou 7 ans, je vote. Puis après ça, plus personne ne me demande mon avis, quoi. Si, en 2005. En 2005, oui, j'ai donné mon avis. Et hop, on m'a dit, ton avis, on n'en a rien à foutre. Ouais. Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est la démocratie à la française. Donc encore une fois, oui, il vaut mieux aller dans un pays qui a une vieille expérience de la liberté de la démocratie. Donc je vous dirais bien en Angleterre, mais en Angleterre, en ce moment, il file un petit peu un mauvais coton, parce que, si j'ose dire, les gens de Davos ont pris le pouvoir en Angleterre, et j'enverrai personne en ce moment. J'attends que le peuple anglais s'en débarrasse, mais je suis un peu inquiet, quoi. C'est nouveau pour moi d'être inquiet pour l'Angleterre. J'aime pas ces gens-là qui... Je sais pas si vous avez écouté Emmanuel Todd récemment, et il disait que sur l'Angleterre, lui aussi, il était pas mal inquiet. Oui. Ben parce que, oui, il y a que... Bon, c'est plus de l'instinct qu'autre chose, mais il y a des tas d'endroits où je reconnais plus mes Anglais, quoi. Donc je suis pas... C'est nouveau. Ça vient de sortir. Et pour rester justement sur la Chine, il y a une relation aussi qui est intéressante, c'est-à-dire que... alors, nous, on était quand même dépendants de la Russie en termes d'énergie. Et on a cette dépendance avec la Chine où pendant 20 ans, on a importé leur déflation pour contrer notre inflation. Ce qui expliquait pourquoi on disait aux Gilets jaunes n'était qu'un gros compte, il comprend rien à l'inflation. On regarde, il y en a pas. Alors que lui, il achetait local, et localement, il voyait bien qu'il y en avait. Par contre, à Paris, le français moyen à Paris, le français médian, parce que le français moyen est un peu bizarre, mais le français médian, lui, il voyait pas trop d'inflation parce qu'il avait des services aussi qui venaient de Chine. Oui, ben les téléphones, coup, ça, ce truc-là. Voilà. Et comment on fait aujourd'hui, si jamais... Est-ce que l'État français peut dire « Vous n'envoyez pas votre argent en Chine ?» Oui. Sauf que nous, on continue quand même à tirer des bibelots en Chine. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un moment, un petit problème de tuyau, si ça fait que venir d'un côté et pas de l'autre? Le problème, c'est que si les Chinois continuent à nous vendre des trucs, ils vont vouloir quelque chose en échange. Au départ, on leur a donné des bouts de papier coloriés qui s'appelaient des obligations françaises. Donc vous avez fort bien expliqué qu'en leur donnant ces bouts de papier, on détruisait notre système industriel, ça permettait aux Chinois de bâtir le leur. Bon, ça c'est fait. Mais à partir du moment où ils ont bâti leur système industriel et que nous, on n'a pas grand-chose à leur offrir, qu'ils veulent plus de nos bouts de papier, qu'est-ce qu'ils vont demander? De l'or ?
ils vont demander soit nos réserves d'or, oui, ça c'est très possible, soit des actifs en France. Ils vont acheter tout, je sais pas, tout le Bordelais. Bah, en général, ça, on n'aime pas trop vendre des actifs à l'étranger. Ben, on n'aura pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Je veux dire, à partir du moment... L'épargne de la population? Non, l'épargne de la population, on peut pas le vendre, parce que c'est ce qu'on faisait en leur donnant des obligations, mais ils en veulent plus. Non, mais si on autorise les gens à acheter des obligations chinoises? Mais à ce moment-là, ça va encore plus. Ils ont encore plus de pognon. Parce que en euros. Et donc, qu'est-ce qu'ils en font? Donc, non, il faut que ce soit eux qui achètent des choses chez nous. Mais s'ils veulent plus d'obligations, ils vont acheter des actions, ou ils vont acheter des terrains, de l'immobilier, la moitié de Paris, ou j'en sais rien. Donc, c'est ça le vrai problème. Et s'ils décident ni d'acheter des choses chez nous, des actifs chez nous, ni d'accepter nos bouts de papier coloriés, et bien à ce moment-là, ils ne nous vendent plus rien. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, nous, notre niveau de vie s'écroule. Notre balance commerciale retourne à l'équilibre parce qu'on est incapable, on n'a pas les moyens de se payer les importations chinoises. Donc, on a une baisse du niveau de vie par une baisse profonde de nos importations. C'est un peu ce qui est arrivé en Asie en 98 quand ils ont sauté. Et dans ce cas-là, celui qui a des obligations chinoises, il se les fait geler par Macron. Enfin, ou je sais pas qui y aura. Sauf s'il les a dans la Banque cantonale de Berne, ce sera plus difficile. Mais s'il les a au Crédit Lyonnais ou à la Société Générale, c'est pas du tout impossible. Donc, encore une fois, oui, c'est ça. C'est ça, c'est... Donc, le problème que je vois, par exemple, les Italiens, ben, comme ils ont une balance commerciale excédentaire, ils ont des trucs à vendre à la Chine. Ils peuvent acheter, je sais pas, les produits pour leurs médicaments, et puis leur vendre des lunettes de soleil, vous voyez ce que je veux dire, des trucs comme ça. Est-ce que nous, je vois pas très bien. Autrefois, on avait une domination parfaite de tout ce qui était nucléaire. Bon, on avait à la fois la distribution, la construction, l'uranium, etc. Il y avait tout, on avait toute la palette, mais en l'espace de 20 ans, les génies qui nous ont gouvernés ont foutu ça en l'air. Nos bagnoles, ben, bon, c'est pas mal, mais donc exactement, qu'est-ce qu'on a à leur vendre aujourd'hui? En dehors que la France est un beau pays et que vous pouvez acheter un clocher pas cher, quoi. Mais pas grand-chose. C'est ça le vrai dent. Ben, le tourisme, oui, c'est ça, on va devenir Venise. C'est ce que je me tiens à dire aux gens depuis 20 ans, oui, c'est ça, ils vont avoir plein. Donc, vous allez avoir, mais en même temps, pour que les touristes chinois viennent massivement, il faut que l'ordre public soit tout à fait satisfaisant, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas agressés dans la rue, volés, etc. Or, quand vous maintenant lisez les documents chinois, ils disent, si vous venez à Paris, faites très attention, la criminalité est très forte. Donc, si vous arrivez avec votre petite famille, vous dites, bon, ben, je vais plutôt aller visiter Zurich, quoi. Ouais, ça, c'est un truc qu'on a du mal à se rendre compte si on voyage pas, mais il y a tout un tas de pays, alors la Suisse je connais bien, ou le Japon, le jus bien connu, mais il paraît qu'en Chine c'est pareil, ou globalement, ou à Oman, il n'y a pas de criminalité. Exemple, voilà. Vous laissez un truc par terre, ça reste là. Quoi. Ah ben je l'ai vu, moi. Je l'ai vu quand j'étais à Hong Kong. Un jour, ma femme, en sortant du taxi, son portefeuille est tombé dans le caniveau. Et bon, ben, elle s'en est rendue compte 2 heures après, parce que il y a un type qui est arrivé au bureau, qui a tapé, qui dit voilà, je vous ramène le portefeuille, quoi. Je l'ai trouvé dans le caniveau. Et en fait, on se dit, et moi je vois aussi, hein, quand on est à Paris, etc., je dis genre, oh, ça va, on n'est pas agressé dans la rue toutes les 5 minutes, mais on parle pas d'agression physique, enfin c'est plus diffus, et en fait on s'en rend pas compte en fait du niveau d'insécurité tant qu'on n'a pas vécu dans un pays où il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas, quoi. Moi je ferme pas ma porte chez moi. Mais voilà, mais personne. Moi quand j'étais en Gascogne, quand j'étais jeune, enfin mes parents là à Auch, les maisons étaient jamais fermées. On passait d'une maison à l'autre, on tapait en disant comment allez-vous. Enfin bref, il y avait une espèce. Tandis que là, maintenant, les seuls qui sont c'est ceux qui vivent dans l'espèce de compound, vous savez, où on met des espèces de camps de concentration, on met tous les riches dedans et on met des tas de gardes autour. Mais ça intéresse pas les Chinois. Hein. Donc voilà, pour dire un peu. Donc si vous voulez, le problème, c'est que de tous les pays qu'il y a en Europe aujourd'hui, celui qui paraît le plus mal parti, c'est le nôtre. Et après, on a quand même un problème sur les bras que les gens oublient maintenant que les banques sont en train de couler. C'est un problème, un clou chasse l'autre. Quoi. Ouais. C'est quand même la régionalisation de la mondialisation. Alors moi, j'aime pas dire démondialisation parce qu'en réalité, on désinvente pas les inventions et on va pas refaire des petites chapelles indépendantes. Il y a une régionalisation, mais on a quand même des blocs qui commencent à se constituer. Tout à fait.
on a réussi à faire le mariage de la carpe et du lapin avec les BRICS, qui normalement sont des pays. Mais ça, c'est les Américains qui l'ont forcé. Rien à voir les uns avec les autres. Mais c'est les Américains qui l'ont forcé parce qu'ils forcent les gens à utiliser le dollar. Ceux qui n'utilisent pas le dollar, ils ont des espérances de vie qui baissent énormément et très rapidement. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens se disent, je vous donne un exemple. On interdit les exportations russes. Et si l'Inde achète des exportations russes, les Américains vont savoir qu'ils sont très fâchés. Bon. Mais s'il n'y a plus de statistiques qui sont fournies aux États-Unis des importations qui viennent de la Russie et qui arrivent en Inde, donc on va avoir le système qu'on avait été un système basé sur le dollar qui était extraordinairement transparent parce qu'on suivait chacune des transactions avec SWIFT, donc c'était pas difficile de vérifier. Maintenant, on va avoir 2 ou 3 systèmes de paiement. Et qui, quand les Américains demanderont de l'information, il leur dira ça tombe mal, hein, l'ordinateur est tombé en panne hier, vous savez c'est le moment de la maintenance, on sait pas trop, ou on leur fera des informations bidons. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus d'informations sur ce qui se passe dans le système international. Et moi ça me gêne beaucoup parce que mon métier c'est d'avoir des informations pour ensuite les traiter. Donc je me dis mais attendez une seconde, là il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est que je sais pas, le prix du pétrole baisse alors que la demande ne baisse pas. Ça veut dire peut-être que l'offre est en train d'augmenter quelque part. Non, mais je sais pas quoi. Et qu'on me le dit pas. Ça paraît idiot, mais donc ça veut dire que notre niveau d'information, la globalisation supposait une information qui devenait de meilleure en meilleure. Et ben ça, avec le coup qu'ils ont fait aux Russes, c'est fini. Plus d'informations. On donnera plus d'informations aux États-Unis. Ça veut dire que l'efficience du système global baisse. Baisse. Donc ça veut dire moins de rendement en fait. Ça veut dire que la rentabilité marginale du capital investi va baisser fortement. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'il faut avoir dans vos portefeuilles des actions de sociétés qui produisent partout et vendent partout. Vous prenez Apple, ils produisent en Chine et ils vendent partout. C'est vachement dangereux, ça. Puis transnational. Transnational. Mais par contre, si vous avez, je sais pas, ma fameuse, si vous prenez, allez, on va changer Schneider, allez, à la place d'Air Liquide. Ils produisent partout, ils vendent partout, et donc, eux, ils bénéficieront des conditions locales sans avoir, ils n'ont pas besoin des informations internationales pour travailler en Inde, au Brésil, etc. C'est une multinationale. C'est une multinationale. Donc il faut aller vers les multinationales et pas les transnationales. Et comment ça va se passer, parce il y a un conflit en Ukraine quand même qui est sanglant et qui est clé. L'industrie allemande y est déjà passée avec l'explosion de Nord Stream, malencontreuse. Oh, c'est un coup de pas de chance. Bah oui, c'est des gars qui étaient là avec des palmes qui ont décidé de faire sauter ça. On sait pas qui c'est, mais ils sont bien entendu. Peu importe, mais en tout cas, les tuyaux sont morts et du coup l'industrie. Ils sont pas morts, ils peuvent être réparés, oui. Bah, je crois que l'eau de mer dans les gazoducs, c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher, oui. Et puis je crois que les travaux sont pas planifiés parce que le conflit avec la Russie est très vif. C'est-à-dire, à un moment, comment cette guerre fait rejaillir ce problème en fait globalement, est-ce que globalement les guerres éclatent dans les révolutions, dans les réorganisations? Oui. On n'est pas en train de vivre un moment de basculement si où le pouvoir change de main, quoi. C'est tout à fait ce que j'essaye d'expliquer aux gens. Cette guerre, si la Russie gagne, ce qui n'est pas impossible, parce que. Alors ça veut dire quoi gagner en plus? Bon, ça veut dire qu'ils ratatinent l'Ukraine et ils prennent tout ce qui est, à peu près, vous savez, Kiev, je veux dire, l'Ukraine, c'est un drôle de pays. Vous avez tout l'ouest qui est plutôt polonais ou hongrois. Au milieu, il y avait Européens, on va dire. Les Ukrainiens. Et puis à droite, il y avait les Russes, quoi, enfin à l'est. Et où toutes les réserves, toutes les matières premières sont à l'est. Donc, si les Russes prennent le dernier port qui reste, qui doit être Odessa d'ailleurs en bas là, à ce moment-là, l'Ukraine se retrouve un pays enclavé. Puis si les Russes vont jusqu'à Odessa, ça veut dire que la mer Noire, alors je les confonds leur appartient complètement. Oui, c'est quand même un problème. Vous savez, moi, pour les Américains. Pour les Américains, mais oui, mais les Américains ont 1000 bases dans le monde. Il y a, je crois, 2 fois plus de bases militaires américaines qu'il n'y a d'ambassades américaines. Donc, si vous voulez... Mais n'en tirons pas de conclusion. Non, on n'en tire aucune conclusion. Donc, s'ils réussissent... Alors, ce qui peut se passer en Ukraine, c'est soit il y a cet état croupion qui reste là si les Russes gagnent,
soit la partie qui reste de l'Ukraine, en particulier la partie, quand je regarde la carte, j'ai envie de tout ce qui est dire en bas à gauche, quoi. Ce que je veux dire. C'est hongrois, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a toute une partie de la Hongrie qui a été capturée par la Russie et qui est en fait, qui appartient à toute cette partie qui est là-bas. Ça pourrait retourner à la Hongrie. C'est quoi, c'est la Transnistrie, c'est ça? C'est là, oui, tout ça. Puis vous avez toute la partie qui est du côté européen qui pourrait retourner à la Pologne, hein, c'est plutôt des Polonais, puis il resterait le milieu aux Ukrainiens. Et donc, ça deviendrait un pays qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et à ce moment-là, la question, c'est est-ce que ça va amener la fin de l'OTAN ? J'ai entendu dire ça, qu'en fait, les Russes veulent se payer l'OTAN. Et non l'OTAN a voulu se payer la Russie, ouais. Et la Russie se dit, bon, ben très bien, maintenant, parce qu'à un moment... Et là, on n'est pas en train de donner notre avis, hein, on essaye de regarder comment ça se goupille. Mais moi, mon contre-foot. Moi, je suis ni russe, ni ukrainien, ni... Absolument, j'ai pas d'action dans l'OTAN, donc non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que on a bien vu dans cette histoire que le vieux proverbe finlandais, qu'il y a toujours une armée dans un pays, si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté, vous savez, c'est la vieille blague, mais ça marche. Et donc on a bien vu dans ce conflit que notre souveraineté militaire en Europe n'était pas évidente. On nous a dit, vous faites ça et vous fermez votre gueule. Un peu, hein, je veux dire... Donc, il y a beaucoup de pays européens qui vont peut-être se dire, bon ben, qu'est-ce que m'amène l'OTAN ? Et à ce moment-là, ça va changer complètement les cartes du monde, quoi. Ça, c'est sûr, ça. C'est-à-dire que, parce que là, vous vous retrouvez avec un certain nombre de pays comme la Pologne qui vont rester alliés des Américains, mais il n'est pas sûr que les Allemands le restent. Et les Allemands pourraient... Mais à partir du moment où on leur fait sauter leur... Mais ça, ils l'ont vraiment mal pris ? Enfin, je veux dire... Très, très mal. Parce que moi, je suis surpris. Bon, alors, on va pas mettre les pieds dans le plat. Il y a un journaliste qui est quand même pas le dernier des pignolos, qui s'appelle Seymour Hersh, qui était quand même prix Pulitzer, qui a levé 2-3 lièvres dans sa carrière parce qu'il a 80 ans, comme on dit. Voilà. Oui. Il a plus de 80 ans et c'est pas un guignol, quoi. Il a levé Abu Ghraib, il a levé My Lai, il a levé je sais plus quoi. Enfin, voilà, c'est un vrai bonhomme. Et lui, il jure par A plus B que c'est les Américains qui ont fait sauter Nord Stream. Comme toujours, à qui profite le crime. Parce que c'était quand même vachement cool de couper l'industrie allemande de l'URSS. De la Russie. Ça a empêché l'Allemagne d'avoir une alternative. C'était de dire, les Allemands pouvaient dire, écoutez, vous me cassez les pieds, moi, je vais essayer de faire la grande alliance Allemagne-Russie, qui a toujours été Et du coup, ça met la Pologne dans un état fébrile. Bon. Et là, les Américains, en faisant sauter le pipeline, puisque c'est eux qui l'ont fait sauter, à l'évidence, ont décidé qu'il fallait enlever cette carte de négociation aux Allemands, qui sont des alliés, et donc, comme ça appartenait beaucoup aux Allemands, ce pipeline, c'est un acte de guerre. Les Américains ont fait un acte de guerre contre un allié avec l'aide des Anglais. À la condition que les Allemands le prennent mal. Oui, mais... Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, on n'en parle pas de ça. Ça choque que les Américains. Enfin, la presse. Je parle de la presse. Mais en France, on dit « Oh, mais le gars, il a des sources anonymes. » Je dis « Bah oui, je pense, oui. » Ils sont pas pressés de se faire connaître, les gars qui ont donné les infos. Oui, mais donc si le vrai... Est-ce que les Allemands sont si fâchés que ça, entre guillemets ? Les Allemands, le pacte allemand avec les Américains, c'est que vous nous laissez être prospères et nous, on vous emmerde pas. Dans les questions militaires, on pose pas de questions. Mais si maintenant ils amènent les Allemands à être beaucoup moins prospères, c'est un peu comme le pacte que les communistes ont en Chine avec la population, si vous voulez. Tant que la prospérité arrive, et là, ça va bien, quoi. Puis si ça commence à perdre du fric et à être malheureux, non, ça c'est autre chose. Donc là, on a enlevé toute fierté à l'Allemagne pour des raisons historiques, etc. Et on lui a donné comme objectif d'être les plus prospères en Europe, ce qu'ils ont fait avec beaucoup de talent. Mais si on leur a enlevé toute leur fierté et tout, et quand ils sont plus les plus prospères, ils vont finir par s'agacer. Non ? Ça me paraît. Je sais pas, mais en fait, moi, ce qui m'a énormément étonné, alors c'est aussi parce que l'Ukraine, il y a une guerre en Ukraine, etc. Je me dis, est-ce que les Allemands, finalement, ils sont pas en train d'accepter ça en disant, on a du mal à râler, quoi. Ils ont pas les moyens de râler, surtout. Ils ont plus l'armée, mais c'est toujours pareil. Alors, je sais pas ce qui va se passer, mais ce que je veux dire, c'est...
l'ordre, sous nos yeux, l'ordre américain qui a commencé en 1945 et qui a duré 75 ans, est en train de s'écrouler sous nos yeux, quoi. La monnaie, donc, comme on posait la question à Oscar Wilde, comment vous êtes ruiné, il avait dit très lentement au début, très vite à la fin. Oui, c'est tellement vrai. Et ben, quand un ordre politique s'écroule, c'est pareil. On voit le truc baisser, comme ça on se dit, oh oui, ça va pas très bien, ils ont pas la pêche et tout, puis d'un seul coup, ça s'accélère et pouf. Quand j'en parle à mes amis, à mes parents ou des gens normaux, je leur dis, mais quand même, un pipeline Tyson comme ça, ce qui est quand même la veine jugulaire de l'Allemagne. C'est la première fois dans l'histoire qu'on attaquait un pays allié. Non, pas d'abord un pays allié, et surtout un truc international qui permet le commerce et qui permet le... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, une infrastructure vraiment internationale. Une infrastructure, parce que l'étape suivante, c'est d'aller attaquer, je sais pas, les trucs pour l'internet, et puis, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bah, ils y pensent, hein. Enfin, tout le monde, tout le monde se dit, ouais, la prochaine cible, c'est quoi? Mais voilà. Et moi, quand j'étais au Moyen-Orient, c'était il y a 20 ans, j'ai rencontré un de mes vieux amis que je voyais souvent, qui était à Abu Dhabi. Alors, je lui disais, mais alors, ça commençait à barder. Je lui disais, mais les installations pétrolières, les pipelines, etc. Elle a dit, alors non, ils sont tous mis d'accord, hein, entre eux, hein. Bon, on va se tuer les uns les autres, mais jamais on attaque un pipeline, hein, parce qu'il faut pas déconner, quoi. Ça, c'est du parce que le risque, c'est l'effondrement des pays, en fait, quand on s'attaque à ça. Ils le savent tous. Et donc, il y avait une espèce de truc international. On se met sur la gueule, mais on n'attaque pas les infrastructures internationales. C'était un non-dit. Parce que sinon, c'est vraiment l'autodestruction mutuelle qui peut aller jusqu'à son bout, quoi. Et voilà. Et là, c'est aller aux extrêmes, comme disait Clausewitz, et à ce moment-là, ça peut péter beaucoup plus vite. Et là, il y a quelqu'un qui a attaqué une infrastructure internationale. Et c'était la première fois. Et c'est très étonnant, je trouve que ça choque personne. À part 2-3 complotistes sur Internet, mais je veux dire, quand on en parle aux gens normaux, on va dire, j'ai l'impression que ça choque personne. Et est-ce qu'on voit en Allemagne des journaux qui titrent faut trouver les coupables, c'est terrible, c'est un acte de guerre? Bon, je crois, pas l'impression. Il me semble qu'en tout cas la Chine et la Russie ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies d'enquêter pour savoir qui avait commis ce crime abominable. Ouais, mais ils sont plus très audibles en Europe, ces gens-là, et aux États-Unis non plus. Oui, mais c'est bien pour ça que vous parliez des BRICS tout à l'heure. Les BRICS deviennent très audibles parce qu'ils se disent, mais ils vont nous faire le même coup. C'est-à-dire que, en tout cas, ça veut dire que, comme disait Kissinger, il y a une chose qui est certainement beaucoup plus dangereuse qu'être un ennemi des États-Unis, c'est être un ami des États-Unis, parce que ça vous réussit pas toujours, hein. Les gens qui ont soutenu les États-Unis au Vietnam, en Irak, en Afghanistan et tout, ils n'ont pas eu aussi des espérances de vie très longues. Puis il y a une dernière chose. Il y a une dernière chose par rapport à la crise bancaire, c'est que le plus gros problème quand on a une crise bancaire, c'est que ça peut se transformer très vite sur un crack généralisé. Absolument. Et dans ce cas-là, un problème, c'est la liquidité pour nos avoirs. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que on a des sous, on a plein de choses, mais ça bouge plus. Y avoir accès devient difficile. Voilà. Et jusqu'à ce que la nouvelle règle soit donnée, quoi. Et en fait, pendant ce temps-là, c'est pour ça que quand il y a la SVB qui commençait à battre de l'aile et tout, moi, le premier, quand j'avais des cryptos, je me suis dit, qu'est-ce que j'achète? Enfin, l'USDC flanchouille, j'ai pas envie qu'il me le gèle pendant X temps, parce qu'il va pas s'effondrer, c'est du dollar, donc voilà, en soi, c'est pas un problème, mais qu'est-ce que j'achète si je veux garder ma liquidité? Et je me suis retrouvé à acheter du Bitcoin et je me suis dit je vais prendre le risque de la volatilité parce que ce machin va me claquer de 20% dans les doigts et voilà, c'est la vie, mais au moins si jamais tout est gelé, je serai liquide. Et en fait il a pété vers le haut. C'est pas du tout impossible, mais moi vous voyez, parce que je suis plus vieux et tout, moi j'aurais tendance à acheter des Napoléons. Ouais, mais alors les Napoléons le week-end, c'est compliqué, oui, mais je veux dire, je vous ai raconté 10 fois cette vieille anecdote, c'est que quand j'ai commencé à travailler à la Banque de Suez, donc en 71, il y avait un Italien justement à côté de moi qui était un lombard, et tous les mois, il achetait 4 Napoléons, en partie de son salaire. Je trouve ça rigolo parce qu'en 71, tout allait bien, le dollar était fixé, il y avait rien il y avait pas de merdier dans le système, enfin, je suis allé le voir un jour, il dit, mais pourquoi t'achètes ça?
Il me dit, écoute Charles, je suis lombard, tout le monde est passé en Lombardie, les Français, les Anglais, les Italiens, les Autrichiens, tout le monde nous a mis sur la gueule et tout, mais je peux t'assurer qu'avec une pièce d'or, tu fais vivre une famille de 4 personnes avec n'importe quel paysan en Lombardie pendant une semaine. Donc moi, je sais pas ce qui va se passer, j'ai vu passer tout le monde, mes ancêtres ont vu passer tout le monde, la survivance, c'était les pièces d'or. Donc, ce que vous êtes en train de dire qu'il y a peut-être une nouvelle forme de pièces d'or qui est en train de naître, mais étant vieux et fatigué, j'ai tendance à me dire, je vais rester sur le truc qui est marché en Lombardie au 12e, quoi. Parce que, oui, mais ça c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a deux grands scénarios, entre guillemets. Il y a un scénario de l'effondrement bancaire, Oui. mais où Internet fonctionne et globalement on va quand même travailler le lundi matin parce que les choses fonctionnent. Oui. On l'a vu en Grèce, par exemple, ils avaient des retraits limités à 100 balles ou je sais pas combien aux distributeurs tous les jours. Et puis il y a l'effondrement, quoi. Alors là, vous avez besoin de la pièce d'or. Bah, effectivement, si on bousille toutes les infrastructures, la pièce d'or, c'est absolu. Mais tant qu'on est dans un régime où Internet et les grosses le pays tient... La question à laquelle vous devriez répondre, c'est vous êtes à Beyrouth. Et qu'il vaut mieux avoir des pièces d'or ou de Beyrouth dans les 3 dernières années ou de... Ah bah des bitcoins à Beyrouth. Oui. Ils ont Internet, ils font un pognon de ouf. Les gens qui ont du bitcoin, c'est des princes à Beyrouth. Pas qu'on avait avant, parce que voilà, en acheter aujourd'hui, on en a beaucoup moins du coup. Avec du la livre libanaise est passée à 10 000, je crois. 10 000 livres libanaises par dollar. Et puis il y a la livre qui est coincée dans les comptes, il y a le offshore, il y a le machin, enfin il y a des taux de... Enfin c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est arrivé à Beyrouth, moi j'ai connu Beyrouth dans les années 73, le niveau de vie était beaucoup plus élevé qu'en France. Hein. Bah c'était la Suisse du Moyen-Orient, je crois. Oui, ça marchait très bien, c'était gai comme tout. Puis vous allez faire du ski le matin, puis vous allez vous baigner après dans l'après-midi dans la Méditerranée, c'était bien, hein, c'était vachement bien. Il y avait une vie culturelle intense. C'était Beyrouth dans les années 70, c'était le paradis sur terre, quoi. Ça l'est moins. Et pourtant, les gens qui ont du Bitcoin, ça roule pour eux, quoi. Les gars qui étaient en Bitcoin, ils ont passé ça. Oui. C'est sûr. Les doigts dans le nez, quoi. Ouais. Parce que justement, il y a toutes les infrastructures qui sont encore là, la base, quoi. La base. Mais je sais qu'ils tirent de l'électricité à partir de câbles qu'ils ont mis. Il y a des machines électriques qui marchent sur des bateaux à l'extérieur, parce que ces bateaux-là peuvent acheter du fuel, qui vendent par des câbles, etc. Ça devient un peu sportif, quoi. C'est un gros groupe électrogène, quoi. Oui. Donc, on dit pas que ça va se passer, mais en effet, si je vous écoute, il faudrait être 50% en Bitcoin et 50% en or, quoi. Et c'est idiot ou... Non, c'est pas idiot du tout. C'est pas du tout. Parce que si Bitcoin se pète la gueule, il est probable que l'or va beaucoup monter. Donc c'est chouette. Oui, c'est une bonne diversification. Eh ben, on va ouvrir un wallet, là. Non, d'accord. Merci beaucoup, Charles. Merci infiniment. Nous, on a encore toutes les solutions pour se débancariser traditionnellement et surtout pour essayer de mettre de la distance entre tout ce merdier et votre épargne. Parce que pour la peine, c'est vraiment un sujet, là. Mais vraiment, je me tue à dire aux gens, vous savez ce que disait Dostoïevski, c'est que l'argent, enfin le pognon, quoi, c'est de la liberté frappée. Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent détruire votre épargne, détruire vos retraites et tout, c'est qu'à ce moment-là, vous viendrez dépendant. Et donc, si vous voulez pas devenir dépendant, il faut que vous soyez autonome, et pour être autonome, il faut que vous ayez une épargne et que vous la gériez vous-même. Et puis pour tous ceux qui se battent pour la retraite, honnêtement, c'est pas le sujet. Enfin, je veux pas être rabat-joie, mais le sujet, c'est votre épargne. La retraite, a priori, elle est bouffée. Il n'y a qu'à regarder. Au mieux, ça se passera comme les Japonais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura une petite quote-part qui sera réservée aux retraités sur les actifs qui déjà ont bien pris plein les reins. Ouais. Et au pire, vous n'aurez rien. Voilà. Donc le sujet, en fait, c'est vraiment l'épargne. C'est de dire qu'est-ce qui est à moi en titre de propriété. Hein, je parle pas des dépôts à la banque. Ouais. Et comment est-ce que je le fais travailler pour sauver mes vieux jours, quoi. Oui, et pour rester libre, pour ne pas devenir horriblement dépendant. Parce qu'on est d'accord, l'euro, il n'a pas vocation à s'apprécier face au dollar et au franc suisse, quoi. Vous savez, les monnaies, j'ai toujours dit que les monnaies, c'était un petit peu comme des parachutes. Vous aviez, il y en a qui ont des gros parachutes, et puis il y en a qui ont des petits parachutes, et ceux qui sont dans les petits parachutes ont l'impression que les autres montent. Mais c'est pas qu'ils montent, c'est qu'ils baissent moins vite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est, oui, le franc suisse, c'est une bonne monnaie, ça paraît, mais ils sont dans, c'est une très très bonne monnaie, mais ils sont dans le mauvais quartier, si vous voyez ce que je veux dire. En Europe, ils sont pas bien entourés. Mais justement, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le franc suisse et les prix de l'immobilier à Genève, pareil, va monter tant qu'il y aura encore des riches en Europe qui seront capables de fuir le... Il y a des chances, oui.
Et en réalité, moi, je comprenais pas l'immobilier en Suisse parce que c'est des prix absolument délirants. Et quand on regarde les taux d'intérêt, ils disent non, mais c'est une bulle, ça va péter. Puis après, quand j'y suis allé, il y en a plein qui m'ont tapé sur l'épaule. Non, mais t'inquiète, on est serein. Je dis, mais comment il est serein? Le truc, il rapporte 0,75% par an sur des loyers, c'est pas serein, c'est dégueulasse. Et en fait, je me suis dit, ah mais non, mais j'ai pas compris, en fait. Ce qui alimente la bulle, c'est la quantité de riches qui restent encore en Europe, et qui est quand même nombreux par rapport à la taille de la Suisse, qui se barrent régulièrement. Absolument. Et j'ai des copains dont le métier, c'est de faire passer la frontière aux riches, légalement, hein, mais c'est un peu d'ingénierie. Et ben, c'est là, depuis 2 ans, 1 an et demi, ils me disent, on ne fait que ça. Le rythme s'est accéléré. Mais évidemment. Mais du coup, faut pas s'étonner que l'immobilier monte en Suisse, quoi. Ben oui. Et il se stabilisera ou il baissera le jour où il y aura plus de, où le flux se sera arrêté, quoi. Ben, si vous voulez, les Suisses, ils ont eu une chance extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas eu l'ENA, quoi. Voilà, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Charles. À bientôt.